merci du privilège que vous nous faites d'être là. Vous êtes en effet un peu le monsieur de l'informatique, le monsieur donné pour le compte de l'État, je le disais, directeur du numérique pour l'État, Etalab. Le sujet, c'est la donnée et ce concept d'État plateforme que vous avez développé. Qu'est-ce que ça signifie? Je vous en prie. Bonjour. D'abord, moi je me sens chez moi avec vous. J'ai quand même été 20 ans entrepreneur et 5 ans dans l'État. Donc c'est un retour aux sources. Pour lancer mon court propos, il y a un truc qui m'étonne en ce moment, c'est que tout le monde nous présente les GAFA comme des gens qui nous prennent nos données. Et pour moi, c'est d'abord des gens qui nous filent des données. Je veux juste qu'on réfléchisse à ça 2 secondes. La puissance des plateformes qui aujourd'hui dominent à ce point l'économie, c'est la puissance de gens qui sont devenus des centres d'innovation parce qu'ils ont commencé par partager des ressources. La première fois que j'ai entendu parler du SDK d'Apple, moi, c'était par des développeurs qui me disaient « c'est incroyable, regarde ce qu'on peut faire ». Je peux utiliser un téléphone, un écran tactile, une boussole, une géologue, de l'échange de données, etc. Je peux inventer des applications de mes rêves. Et ces géants de l'économie numérique aujourd'hui sont d'abord et avant tout des gens qui partagent de leurs ressources. Partageant de leurs ressources, ils attirent à eux des innovateurs. Ils se débrouillent pour reprendre des informations supplémentaires à ces innovateurs. Ils créent de la valeur ajoutée, ils en prennent une grosse part pour eux, ils en redistribuent un peu. Et ils deviennent de facto les patrons d'un écosystème d'innovation. J'ai souvent combattu l'expression la donnée est un nouveau pétrole, pour plein de raisons dont Simon vous a sûrement parlé. La donnée n'a rien à voir avec du pétrole, ce n'est pas un bien rival. Quand quelqu'un s'en sert, il ne la détruit pas, et souvent même il l'apprécie parce qu'il génère des métadonnées. Donc déjà, ça n'a rien à voir avec une ressource rare et qui s'épuise. Et un jour, un des gars de l'équipe m'a dit « t'as qu'à rajouter un S et dire « data is the new soil ». En fait, ça se passe beaucoup plus comme ça. La donnée est un humus, un terreau, sur lequel il est possible d'entreprendre et de créer de la valeur. Et donc, vous me voyez venir. Et donc, aujourd'hui, on est dans un monde où des plateformes géantes, parce qu'elles ont commencé par partager de la ressource, je dis ressource parce que ça peut être de la donnée, ça peut être du cloud, ça peut être de la géologue, ça peut être des briques logicielles, ça peut être de l'identité. Ce n'est pas seulement la donnée, mais c'est principalement la donnée. Ces géants sont en train de devenir la base arrière sur laquelle s'installe l'économie. Et moi, une des choses qui me préoccupe le plus dans le monde dans lequel nous sommes en train d'entrer, c'est que, regardez ce qu'il y a dans vos téléphones, il est presque impossible maintenant de trouver... Enfin, déjà, s'ils sont dans votre téléphone, ces applications ont demandé une permission à Android ou à Apple pour avoir le droit d'innover et d'exister. Elles ont passé des conditions générales d'utilisation. Elles sont sous permission, sous contrainte. Mais regardez d'un peu plus près, je pense qu'aucune de ces applications n'utilise ni PayPal, ni Facebook Connect, ni Google Maps. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans une économie où il est pratiquement impossible d'innover réellement sans demander la permission à un GAFA. Et c'est vraiment préoccupant. Alors pour l'anecdote, mais je sais que j'ai que 7 minutes, l'hiver dernier, là, aux vacances de Noël, il y a 3 mois, la préfecture de Savoie a voulu faire un système d'information au trafic routier et enneigement, avait fait un très beau site qui est tombé en panne le premier jour des vacances de Noël, parce qu'ils avaient délégué ça à une petite PME locale qui elle-même avait tapé dans Google Maps sans lire les conditions générales d'utilisation, et au bout de 25 000 appels par jour à l'API, c'est tombé en panne. Enfin, c'est fermé, comme le prévoient les conditions générales d'utilisation. Et là, ils ont voulu appeler à Mountain View, ils sont tombés sur un stagiaire qui a dit « écoutez, il y a des CGU, c'est quoi la Savoie, c'est quoi une préfecture, c'est quoi la neige ?» Et il a fallu 15 jours pour rebooter le système, c'est-à-dire la fin des vacances de Noël. Et c'est super important de se rendre compte qu'on est en train de s'installer dans une organisation du monde où il y a de la data, il y a le droit californien, il y a les CGU, il y a la policy, il y a les réseaux d'alerte, etc. Et que la puissance publique a le devoir, d'une part, si vous suivez ce que je viens de dire, de plusieurs choses. Elle a le devoir de comprendre comment ces stratégies créent réellement de la valeur. Parce que ça crée de la valeur, parce que c'est des millions, des dizaines de millions d'applications réelles qui innovent, qui délivrent du service, qui ont des clients, etc. Et ensuite, comment elle, en tant que puissance publique, elle doit quand même continuer à garantir, prenons un mot pompeux, la souveraineté de l'État, mais la vôtre aussi, la liberté d'innover dans un monde sans demander la permission à des gens qu'on admire, hein, qui sont des gens remarquables, mais juste qui ne procèdent pas de la souveraineté du peuple français, qui a le droit, le peuple français, de choisir comment il entend protéger la vie privée, quelle transparence il exige des algorithmes,
qui peut privilégier dans un retour à l'emploi, etc., etc. Et l'État plateforme est une réponse à une bonne partie des choses dont je viens de vous parler. C'est l'idée que nous pouvons penser et agir comme des plateformes, mais nous, on est la puissance publique, on est au service de vous, de nous, du peuple souverain. Donc on ne crée pas de la valeur pour faire du bénéfice pour actionnaire, on crée de la valeur pour défendre l'intérêt général, permettre aux entreprises d'innover dans une économie sur laquelle nous avons encore un droit de regard ou un droit de décision. Alors la première couche, Simon vient d'en parler amplement, une première couche de cet État plateforme, c'est effectivement ce slogan que tu avais trouvé, des données sur lesquelles vous pouvez compter. Et aujourd'hui, on a construit 3 couches sur ces données sur lesquelles vous pouvez compter. Il y a une très grande ambition d'open data. Alors l'open data, on pourrait dire c'est un quart des données en fait. On pourrait dire qu'il y a un tableau à double entrée. Vous voyez, il y a des données produites par l'État, produites par les acteurs privés, et puis pas protégées par des secrets légaux, et protégées par des secrets légaux. Les secrets légaux, c'est la vie privée, le secret des affaires, le secret industriel, le secret médical, le secret statistique. Rassurez-vous, les informations que vous transmettez aux services statistiques sont couvertes par le secret statistique. Donc l'open data, c'est les données produites par la puissance publique, produites ou détenues, et qui ne posent pas de problème de secret légaux. Donc celle-là, l'affaire est juridiquement entendue, elles doivent être diffusées gratuitement dans des formats ouverts avec totale liberté de réutilisation, point barre. Et puis, comme l'a dit Simon, on a compris qu'il fallait pas seulement donner des données en vrac dans l'état où on les reçoit nous, mais être capable d'assurer sur des informations critiques, les données de référence, la fraîcheur, la qualité, la disponibilité 24/24 sur du haut débit, et on a bâti le service public de la donnée qui est cette fois-ci une obligation de résultats. C'est venu de certains d'entre vous, hein, c'est venu de gens qui nous disaient « mais alors est-ce que je peux débrancher mon système d'information et m'appuyer directement sur le vôtre ?» Et tant qu'on faisait que de l'open data, on a dit « surtout pas ». Et on s'est dit, mais quand même, sur des choses comme le cadastre, la base sirène, vous voyez, ces référentiels sur lesquels tout le monde se synchronise tout le temps, l'État a peut-être le devoir de le penser comme une infrastructure et de garantir la pérennité et la qualité de l'infrastructure. Et puis, dans cette famille de données librement accessibles, utilisables par tous, on aime bien, nous, aller encore un cran plus loin et travailler à l'émergence de communs, c'est-à-dire de données qui sont produites par l'alliance de l'État, des producteurs, des utilisateurs. C'est comme ça qu'on travaille la base nationale adresse, la géolocalisation de toutes les adresses postales, avec l'IGN, avec la Poste et avec OpenStreetMap et ses 10 000 contributeurs bénévoles en France. C'est comme ça qu'on travaille OpenFisca. Je ne sais pas si vous avez vu, on maintient la base des 40 000 règles du droit fiscal et social, et notamment les collectivités locales l'enrichissent de leurs propres règles. Et c'est un outil super intéressant pour OpenLaw, enfin, je ne sais pas ce que tu en diras, mais... Et on en fera d'autres, et probablement dans des sujets comme le transport, l'énergie, etc., il y a plus de logique à faire une co-construction avec les acteurs, y compris privés, qui ont tous besoin de ces données et qui en possèdent beaucoup, plutôt qu'à séparer les données qui viennent de l'État et celles qui viennent du secteur privé. Donc c'est une première couche. La deuxième couche de l'État plateforme, c'est justement de... Comme vous voyez, là je ne suis pas encore en train de vous parler d'une plateforme, je suis en train de vous parler de données accessibles. C'est de savoir devenir plateforme, c'est-à-dire de savoir devenir le lieu où l'on vient innover parce qu'il y a l'ensemble des ressources bien compilées, bien designées. Et donc, par ailleurs, l'État maintenant a une vraie stratégie de plateformisation de son système d'information. Au cœur de ça, comme partout et comme tout le monde devrait le faire, l'APIfication généralisée du système. Et aujourd'hui, de plus en plus, le fonctionnement de l'État s'organise sur des très grandes API, interfaces de programmation d'applications. Il y a une API entreprise qui livre quelques centaines de millions de pièces par an. Il y a une API d'information personnelle dont nous avons fait en sorte qu'on ne s'en serve qu'avec le consentement express de l'utilisateur grâce à France Connect, qui est encore un peu moins utilisé parce qu'il y a moins de gens qui ont le droit d'utiliser l'API particulier, mais elle est utilisée par de très nombreuses administrations. Il y a une API géographique et on aura comme ça une petite dizaine d'API qui seront le cœur du SI de l'État. Il y a une capacité à gérer l'identité, donc à la fois vous connaissez, j'espère, ce bouton France Connect qui permet de se loguer. Alors d'abord c'est un single sign-on, hein, ça permet de se loguer à n'importe quel service public sans avoir besoin de... Enfin, il a gardé en mémoire votre mot de passe, donc vous pouvez entrer dans le service public. C'est pour nous un principe de design de nos systèmes d'information, puisque
La plupart du temps, en tout cas par défaut, quand on fait un service qui utilise des données personnelles, c'est avec le recueil du consentement de l'usager. Et puis c'est un système assez malin dont le concepteur est dans la salle. On n'a pas essayé, nous, la DINSIC, qui est une petite DSI corporate à la taille de l'État, de refaire le système d'identité. Donc on a pris des identités qui existaient déjà, celles qu'utilise la DGFiP, celles qu'utilise la CNAM, mais on est en train de lancer le mouvement pour avoir des identités fortes qui permettront de faire des usages régaliens, comme aller porter plainte en ligne au pénal, par exemple. Là, pour l'instant, on ne laisse pas faire ça avec des identités faibles. Et donc, on est à la fois capable de travailler avec des identités fortes du secteur privé. Orange, La Poste sont de très bons candidats. Et puis, vous avez peut-être vu qu'on a lancé une mission, parce que le ministère de l'Intérieur émettra aussi une identité forte faite par l'État, puisque c'est une des responsabilités de l'État de proposer une identité universelle, c'est-à-dire que personne n'a le droit de refuser. Et puis enfin, pour devenir plateforme, il faut des données, il faut savoir gérer l'identité, il faut savoir gérer la confiance, donc les certificats de confiance. Et ce cœur de machine, je ne sais pas si vous imaginez à quel point ça bouleverse l'informatique de l'État, puisque une informatique qui était massivement en silo, extrêmement verticale, où on refaisait tout à chaque fois, est en train de devenir une informatique qui s'échange toutes les données, toutes les ressources d'identité, des petits morceaux de logiciels, et qu'il devient très facile d'utiliser, je dis parfois comme un Lego géant. C'est assez bizarre de vous parler parce que je suis totalement ébloui et donc je ne vous vois pas. C'est un peu curieux. Bien entendu, puisqu'on se pense comme un État plateforme, le plus possible de ce dont je vous parle sera accessible aux entreprises, aux citoyens, aux associations, à la société civile. Sur les données, l'affaire est entendue. Sur France Connect, vous avez peut-être vu que le Premier ministre a annoncé le 1er février dernier son ouverture au secteur privé. Alors on va y aller par cercle concentrique, parce qu'évidemment je ne peux pas du jour au lendemain accepter qu'1 800 000 entreprises françaises qu'on ne connaît pas, nous, et qu'on ne voit pas, puissent utiliser France Connect pour des usages qu'on ne surveille pas. Et donc on va commencer par des entreprises d'abord qui sont presque des services publics, banques, assurances, mutuelles, etc. Puis on va élargir par cercle concentrique disons sur une trajectoire de 18 mois à 2 ans. Voilà, j'arrive pas non plus à relire mes notes. Après, si on veut se penser dans une stratégie de plateforme, je rappelle juste qu'il ne suffit pas d'avoir des données, de les partager, d'avoir une mécanique de plateforme, ni même d'avoir une stratégie d'ouverture très grande et de bienveillance très grande à l'innovation autour de nous. Il faut aussi avoir une stratégie de standards ouverts, il faut avoir une prédilection pour le logiciel libre, parce que en fait, si vous vous ouvrez et si vous dites que tout le monde utilise MarSource, il faut que tout le monde sache l'utiliser et il vaut mieux être sur les standards les plus partagés possibles. Et si vous regardez bien le travail de la DINSIC, elle pousse quand même dans l'État un réflexe assez logiciel libre, mais comme vous avez peut-être remarqué, pas comme une stratégie d'achat. Pour moi, le plus important, c'est que on soit dans les communautés, on contribue, les agents publics qui contribuent soient reconnus pour ceci et encouragés et valorisés, que nos standards soient eux-mêmes partagés, nos codes sources soient publiés, documentés, critiquables, améliorables, etc. Et je sens qu'on s'agite. Et enfin, et dans toute stratégie de plateforme, c'est la même chose, il faut aussi savoir innover soi-même avec cette plateforme, parce que on ne devient pas plateforme passif en disant « j'espère qu'un jour les usages vont venir ». On devient plateforme si on fait naître des usages et si on montre l'efficacité de la plateforme et si on design la plateforme en fonction des usages réels. Et donc dans notre stratégie de plateformisation du SI de l'État, la création de valeur par les méthodes agiles avec de l'impact rapide, avec des équipes qui savent pivoter, qui savent coller au plus près de l'expérience utilisateur, faire de l'amélioration incrémentale et continue, ça fait partie intégrante d'une stratégie de plateforme. Sinon, vous avez designé une plateforme à blanc, sans réel retour d'usage, et vous avez toute chance de taper à côté de la plaque. Donc voilà un petit aspect de la politique de la donnée. J'espère que vous pourrez vous dire, que ça a commencé, j'espère que vous commencez à vous dire que dans une bataille économique terrible, géostratégique, mondiale, la puissance publique est en train de s'armer pour desserrer un tout petit peu l'étau et partager avec la société civile une capacité d'être un peu plus autonome et un peu plus souverain dans cette compétition. Henri Verdier, s'il vous plaît. C'est pas de la flagornerie, il n'y a pas de petit aspect. Vous venez de le souligner. Tout ça
s'inscrit dans une bagarre mondiale socio-économique considérable et où les États doivent jouer, les États-nations, face à des puissances, les GAFAM, les BTX, qui ont autant de puissance qu'eux aujourd'hui. Même la 4e ou la 5e puissance mondiale comme la France, évidemment. Et donc on voit bien en quoi c'est déterminant. Il y a un aspect sur lequel on peut s'interroger, c'est la capacité d'adhésion à la démarche, à cette souplesse que vous essayez d'introduire dans la gestion d'un élément fondamental qu'est la donnée et la donnée publique. Est-ce que vous avez mesuré ça auprès des acteurs de l'État, des fonctionnaires? Comment est-ce que vous êtes perçu aujourd'hui? Il n'y a pas que les nouvelles générations. Tout le monde est en capacité aujourd'hui d'adhérer au projet. Comment est-ce que vous mesurez ça? Est-ce que vous travaillez sur cet aspect de l'adhésion des acteurs publics? Oui, bien sûr. J'ai fait allusion tout à l'heure, moi j'ai passé 20 ans dans le privé, j'ai créé 3 startups et puis j'ai rejoint l'État tardivement. En fait c'est très contrasté, c'est-à-dire on a des handicaps que vous imaginez facilement et on a aussi des avantages que je n'avais pas forcément prévus. L'État c'est d'abord énormément de monde et beaucoup d'entre eux sont très autonomes en fait. Songez au nombre de profs qui sont contributeurs à des communautés de logiciels libres, à Wikipédia. Dans le tas, moi je dis souvent dans n'importe quelle organisation, il y a au moins 5% d'innovateurs radicaux. En France, il y a 5 millions d'agents publics, donc il y a 250 000 innovateurs radicaux, donc c'est plus que la Silicon Valley. Donc déjà, on les a, ils sont là les intrapreneurs. Ensuite, il y a une profonde conscience qu'il faut que tout change pour que rien ne change, c'est-à-dire si on veut garder une autorité de l'État, il faut qu'il change, sinon il sera jeté dans les poubelles de l'histoire. Donc il y a une appétence au changement qui existe. Ça ne veut pas dire qu'on sait dans quel sens il faut aller, mais ça veut dire qu'on sait qu'il va falloir que ça bouge. Et puis j'ai trouvé, je vois aussi dans la salle des représentants de plusieurs de ces communautés d'open law et autres. Comme on travaille pour l'intérêt général, on peut faire des alliances plus faciles. Moi, je n'ai pas de concurrent direct qui veut me piquer des parts de marché. Donc ce n'est pas gênant que je publie mon code source, mes algos, mes data. Personne ne va faire un contre-État. On peut affaiblir l'État ou le renforcer, mais on va faire un autre État à côté. On peut aller voir des gens en disant « je suis en train de faire de l'intérêt général, d'aider les handicapés à Metz, etc. etc. Est-ce que vous voulez donner un coup de main ?» Et les gens, ils viennent donner un coup de main. Donc on a de vrais handicaps terribles, on pourrait en parler, organisationnels, managériaux, budgétaires, RH, historiques. Et on a aussi de vrais atouts, donc c'est juste que c'est contrasté. C'est pas la même manière de travailler que dans le secteur privé.